Nous poursuivons la discussion donc avec Vincent Mortier, je le rappelle, à nos côtés en plateau, directeur des investissements d'Amundi, sur la base de ce qui vient d'être décrit par David Benhamou. Vincent, quels sont les éléments qui animent la réflexion du directeur des investissements d'Amundi à ce stade? Et comment est-ce que vous évaluez le changement de donne potentiel lié à la crise SVB? Quand vous regardez des grands déterminants de marché, est-ce que la macro est abîmée? Est-ce que la fonction de réaction des banques centrales a changé? Est-ce que la dynamique de marché, est-ce que les corrélations entre actifs se sont renversées? Voilà, on a 12 minutes. D'accord. En fait, sur le marché actions, il y a une réaction assez normale de repricing de risque, de découverte de nouvelles primes de risque. Il faut se rappeler quand même que on est toujours en territoire positif cette année sur les marchés actions aux États-Unis et en Europe. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une correction majeure ou une panique, sauf sur certains titres très précis pour des bonnes raisons. Donc côté marché actions, pour l'instant, on reste quand même constructif sur des niveaux relativement élevés. Ce qui a été frappant, c'est ce qui s'est passé sur les taux. Et c'est là-dessus que vraiment toute l'action s'est concentrée. Les taux américains, le 2 ans a quand même perdu 1% en quelques jours. Ça, c'est quasiment jamais vu. Il faut remonter 30-40 ans auparavant pour voir ça. Le 10 ans US a perdu 50 points de base. C'est quand même assez majeur. Donc le marché envoie un message très fort à la Fed, ou met sous pression la Fed, d'interrompre sa trajectoire haussière. Voire même, un broker ce matin parlait d'une potentielle baisse de taux au prochain meeting. Ouais. Bon, moi, j'ai toujours appris un dicton don't fight the Fed. Je pense que le marché, alors, de manière aussi très technique, parce que beaucoup d'acteurs étaient, notamment des CTA, étaient clairement exposés dans l'autre sens, donc on coupait leur position assez brutalement. Et on verra le chiffre d'inflation, comme vous avez dit cet après-midi, qui va peut-être remettre les pendules à l'heure sur l'importance de continuer le combat contre l'inflation. Mais on pense qu'il serait hasardeux, voire très dangereux pour la Fed de changer sa trajectoire. Alors peut-être que de 50, ils feront 25, mais si c'est 0 ou moins 25, à court terme, ce sera positif pour les marchés, mais à moyen terme, ce sera dramatique. Ouais. Parce que l'inflation ne sera plus du tout sous contrôle, et on va revenir aux années 70. On sait comment ça s'est terminé, donc on espère que Powell et ses conseillers et les gouverneurs vont être raisonnables pour ne pas perdre de vue l'objectif quand même fondamental qui est de renormaliser les pressions inflationnistes. À ce stade, vous dites effectivement, ne serait-ce que d'un point de vue de risk management, la Fed a tout intérêt à laisser le maximum d'options ouvertes sur la table. Je rappelle, pour montrer comment le monde peut changer vite sur les marchés, qu'il y a moins d'une semaine maintenant, Vincent, Jérôme Powell, devant le Congrès américain, témoignait et plaidait en faveur de la possibilité d'un taux terminal plus élevé encore aux États-Unis et d'un retour à 50 points de base pour la hausse de taux du 22 mars. Quant à l'unanimité, ils étaient revenus à 25 points de base sur celle de février. Le marché pressait un taux terminal à 5,60 ou sous 5,65. On est revenu à 5,10 à peu près. Donc c'est un mouvement très, très violent. C'est trop tôt selon vous, c'est trop tôt pour que la Fed dise stop les hausses de taux. Le seul argument qui pourrait pousser la Fed dans ce sens-là, c'est si elle était convaincue que les conditions financières vont se restreindre, parce que le crédit sera plus compliqué. Bon, ce qu'a expliqué David de manière très claire, c'est un mouvement des petites banques vers les grandes banques. Donc c'est juste un transfert. Je n'ai pas en tête que les grandes banques, avec ces dépôts additionnels, vont être plus restrictives en crédit. Les petites banques, oui. Mais est-ce que le système en son ensemble sera plus restrictif? Ça reste à voir. Donc, si la Fed se base sur cet argument-là, à mon avis, c'est un pari un peu risqué. Et à mon avis, ils vont attendre un peu d'avoir plus de données pour décider. Et on verra aussi si les banques centrales, entre elles, pour une fois, se coordonnent un petit peu. Ça n'a pas été encore le cas ces derniers temps. Mais un scénario mauvais serait une Fed qui fait cavalier seul et qui perd de vue contre l'inflation, et une BCE qui continue son chemin et annonce 50 points de base. Ouais.
Ça créerait un décalage, une désynchronisation très forte entre Exactement. deux banques centrales majeures. Donc du coup, des chocs sur les monnaies, potentiellement, qu'il faut surveiller. L'euro-dollar est assez volatile, mais on pourrait très bien connaître un nouvel épisode fort d'affaiblissement du dollar, typiquement. Dans les éléments qui vont être cruciaux pour voir si la confiance revient, il est peut-être encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, il y a le schéma de protection qui a été mis en place très rapidement par les régulateurs américains. Alors, on n'est pas dans le cas Lehman où on se dit qu'on va faire un exemple et qu'on va laisser tomber tout le monde. On n'est pas non plus dans le cas inverse où on se dit qu'on fait un sauvetage global des déposants, des actionnaires, des créanciers et des patrons des banques. On essaye de trouver un chemin un peu intermédiaire qui vise à protéger essentiellement les dépôts des clients d'une banque comme SVB qui sont pas des clients, c'est pas Madame Michu le client de SVB. Non mais pour dire les choses, hein, c'est des VC, c'est des investisseurs, c'est des sociétés de tech, donc c'est des clients normalement qui sont avertis et conscients quand même d'un certain nombre de risques. Est-ce que le schéma paraît adéquat à ce stade ? Non, puis il faut quand même se rappeler, dans un contexte où effectivement la perte finale estimée, enfin, le risque de perte pour les déposants à la fin de la semaine dernière était estimé de mémoire à 5 milliards de dollars. Là, à mon avis, c'est zéro, voire c'est un gain compte tenu de l'évolution des taux qu'il y a eu, parce que vu le portefeuille. Donc pour le régulateur, la solution de facilité, et la Fed a été bien inspirée d'agir vite, c'était de faire ce backstop, mais par les banques. C'est les banques elles-mêmes qui... Le fonds de garantie des dépôts, il est abondé par le système bancaire lui-même. Donc s'il y a un déficit, c'est les banques qui vont contribuer. Donc les banques qui ont bénéficié finalement des dépôts vont devoir aussi contribuer à ce fonds probablement. C'est plutôt malin à court terme. Ça gagne du temps. La facilité mise en place aussi est plutôt maligne. Donc c'est tactique, malin, mais ça ne résout pas du tout tous les problèmes moyen-long terme du secteur des banques régionales, qui est quand même important aux États-Unis, et qui, comme disait très justement David, est quand même le Far West. Après, Trump a quand même causé des dégâts. Fort heureusement, en Europe, on n'a pas eu cette tentation. On n'a pas eu Trump non plus. Non. Donc voilà, mais donc il y a une refondation bancaire à faire aux États-Unis, et au passage, s'ils peuvent embarquer le shadow banking, ce serait pas plus mal. Parce qu'en Europe, on est quand même encadré. Les asset managers, l'ESMA nous suit bien. Ouais. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Bon. Modulo le fait que l'Europe se vit comme une puissance réglementaire, et dès qu'il y a matière à réglementer un peu plus, généralement, on n'hésite pas beaucoup. Alors, c'est vrai que l'union bancaire n'est pas encore en place, il faut quand même le rappeler. Donc ça fait partie des chantiers qui datent, je ne sais plus quand d'ailleurs, enfin ça fait des... depuis les lendemains de la grande crise financière, voilà, ou de la crise souveraine, pour dire les choses. On ne même plus. Oui, bien sûr, non, mais c'est une piqûre de rappel pour tout le monde, j'imagine, ce qui se passe là aujourd'hui. En matière d'investissement, là, alors... Ouais, donc c'est un rappel quand même un call qu'on a depuis très longtemps, c'est la qualité, c'est pas pour rien. Ouais. Donc, on a, notamment dans la période actuelle de macroéco et après la phase d'inflation qu'on a eue et qu'on continue à avoir, et les tensions qui arrivent, clairement, on bénéficie de la qualité des bilans, la qualité des résultats, de la visibilité, la capacité aussi à résister aux pressions inflationnistes. Donc cet épisode nous confirme encore plus là-dedans. Donc nous, on était clairement surpondérés grandes banques et sous-pondérés petites banques, dans le portefeuille. La diversification géographique aussi. Donc on n'a pas du Japon, mais entre le Japon et l'Europe, il y a l'Inde, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, etc., qui s'en tirent quand même assez bien. Ouais. Et les données qu'on a venant de Chine sont quand même très encourageantes. L'Inde est dans une bonne position également. Donc, moyen-long terme, être investi dans ces marchés-là fait du sens. En tout cas, ça décorrèle. Ouais. Donc, sélectivité, et puis essayer d'attraper quelques points d'entrée dans le marché, mais de manière assez agile, et il faut un peu patienter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas complètement en ligne avec David pour dire qu'il faut acheter tout de suite le secteur bancaire dans son ensemble. Pareil sur les taux, il y a encore pas mal de volatilité, mais graduellement, on peut se réexposer ici ou là. Sur le marché obligataire et sur les taux, justement, là, après les mouvements que vous avez décrits, Vincent, et au regard des questions encore ouvertes. Alors, nous, on est toujours quand même sur... on serait très surpris que la BCE
deviennent plus molles. Sursoit la lutte contre l'inflation. Donc le taux terminal, la BCE, on est clairement de plus en plus vers les 4%, même si le marché est un peu en dessous. Sur les taux longs, si on prend le Bund, le BTP, etc., on estime qu'ils sont quand même relativement à un niveau fair de pricing. Donc stratégiquement, on a un fonds de portefeuille qui est quand même investi en Govies. Investment grade, donc crédit haute qualité, est également correct. Plus on descend en qualité de crédit, plus c'est quand même cher par rapport aux capacités de gains futures. Donc on est quand même beaucoup plus prudent sur le milieu du tableau high yield. Donc tout ce qui est single B, double B. Là, il y a des primes de risque qui ont été bien consommées déjà. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a plus beaucoup de gras en fait à extraire. Dans un contexte quand même macro qui reste incertain et des risques de récession qui sont retardés mais qui n'ont pas disparu. Donc ça, il faut quand même garder à l'esprit. Et on est sous-pondéré US déjà depuis quelques mois. Et on continue à l'être de manière assez franche. Donc on est sous-pondéré US, neutre, à peu près neutre Europe et surpondéré Asie, schématiquement. Bon, ça va être une séquence clé, effectivement, jusqu'au discours et jusqu'à la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Donc, il y a ce chiffre d'inflation, il y a les nouvelles projections macroéconomiques, mais quelle valeur est-ce que les investisseurs accorderont à ces projections qui se feront quand même sur la base d'éléments et de mesures prise avant le choc SVB, et puis entre le rôle de régulateur, de garant de la stabilité financière et de la stabilité des prix, il faudra voir comment l'arbitrage se fait. C'est schizophrénique. Oui, donc, ça l'était déjà, ça l'est encore plus aujourd'hui, en ce 14 mars. Merci beaucoup, messieurs. Merci de votre éclairage sur la situation de marché qui s'est peut-être encore un peu plus complexifiée ces dernières heures et ces derniers jours. Vincent Mortier, directeur des investissements d'Amundi, et David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investment, étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle édition.